Alors, c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête parfaitement. Vous l'avez sans doute déjà parce que c'est à la base de toute la physiologie. Et comme le décalage que je vous ai imposé dans les cours, en me trompant la semaine dernière, fait que vous avez déjà eu les cours de physiologie, j'imagine que je vous apprends rien de nouveau. Mais ce n'est pas plus bête qu'on le redise. Qu'on redise qu'en microscopie optique, il n'est pas toujours facile de reconnaître, et si vous avez été au TP, pour ceux qui ont été, de reconnaître les détails de cette structure, parce que qu'est-ce qu'on voit dans le parenchyme pulmonaire périphérique? Des capillaires sanguins, souvent bien visibles, parce que c'est là où il y a des hématies, donc on devine que s'il y a des hématies ici, ce sont des capillaires, et on voit que ces capillaires sont presque directement au contact de la lumière, sauf que de temps en temps, on voit un noyau de pneumocyte ici, et on comprend en connaissant la structure qu'à ce noyau de pneumocyte, il faut associer des prolongements très fins qui bordent en réalité toute la lumière. Il y a bien un revêtement épithélial continu sur toute la lumière des alvéoles, où les éléments qu'on reconnaît le plus facilement sont les pneumocytes de type 1 membraneux. Pourquoi on les reconnaît facilement? Parce qu'ils sont tellement fins qu'on ne les voit pas et qu'on voit seulement un noyau de temps en temps. Et puis que de temps en temps, on voit une cellule un peu plus volumineuse avec éventuellement quelques vacuoles, comme ceci ou peut-être comme celle-là, je ne suis pas sûr que ça en soit une, qui sont des pneumocytes membraneux et qui nous rappellent qu'il y a le surfactant. Bien. Détail de structure, on a dit que la microscopie électronique à balayage qui donne des images prolongées comme ça permet d'insister quand même sur la richesse en capillaires. Et vous vous souvenez sans doute du schéma, je crois d'ailleurs que je l'ai remis plus loin, voilà, de la répartition des capillaires alvéolaires autour de l'alvéole. Et puis, toujours en microscopie, ces capillaires peuvent être plus ou moins remplis d'hématies. Là encore, la vitesse de circulation du sang dans les capillaires alvéolaires est un élément important pour les conditions de l'hématose. La bordure est fine, tellement fine que c'est à l'échelle de la microscopie électronique qu'il faut préciser la structure. La microscopie électronique qui nous montre que si on regarde ces membranes, ces barrières alvéolo-capillaires, tellement fines en microscopie optique, tellement fines même sur les coupes semi-fines, qu'est-ce qu'on voit avec la définition de la microscopie électronique? Ce que j'ai essayé de vous dessiner là, sauf que là c'est le sens inverse, vous reconnaissez peut-être ici un bout de cytoplasme d'hématie en bas, et vous avez ici la cellule endothéliale avec ses vésicules du capillaire, ces vésicules de transcytose, les basales séparées ou fusionnées, c'est-à-dire quelque chose de très très fin, et ici le cytoplasme, très très fin lui aussi, avec éventuellement quelques vacuoles de transcytose aussi, pardon, du pneumocyte de type 1. Donc, c'est ce qu'il y a entre là et la lumière qui est la barrière d'échange, qui est la zone d'échange, qui est la membrane alvéolo-capillaire, qu'on résume comme ceci, encore une fois, capillaire endothéliale, la zone de là ou des basales, la cellule endothéliale. Cette membrane-là, elle est fine, elle a chez l'homme une moyenne dont on estime qu'elle est souvent inframillimétrique, mais qui peut parfois être plus épaisse. 0,36 à 36 microns sont les extrêmes qui sont habituellement décrits. Et elle contient 3 constituants de base. Au plan histologique, endothélium, lame basale commune ou dédoublée et cytoplasme du pneumocyte de type 1. 3 éléments auxquels il convient évidemment, et c'est plus chic en histologie comme en physiologie, de rajouter le fait que du côté des pneumocytes de type 1, au plan fonctionnel, il faut bien imaginer qu'il y a une petite couche de surfactant ici qui vient compléter la barrière alvéolo-capillaire. Et donc pour nous, la barrière alvéolo-capillaire, ce n'est pas 3 éléments, mais c'est 4, puisque en plus, il y a le film de surfactant qui vient tapisser la surface du feuillet épithélial, la surface des pneumocytes de type 1. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus, qui doit servir de base à ce type de schéma dont j'imagine que vous avez dû y passer, je ne sais pas, au moins 1h30 en physiologie dans les cours précédents, celui-ci, et donc sur lesquels je ne reviendrai pas, qui font appel essentiellement à des mécanismes de diffusion au travers des structures. Un schéma qu'on complétera par le tout dernier point. Il y a à l'intérieur de la lumière alvéolaire des cellules de type réactionnel, un peu particulières, qui s'appellent des macrophages alvéolaires, qui sont des cellules appartenant, quelle surprise, au système des phagocytes mononucléés,
qui sont des cellules ayant été produites dans la moelle osseuse, qui ont circulé sous forme de monocytes avec une durée de vie de l'ordre de 24 heures dans le sang circulant, et puis qui, au gré de leur fantaisie ou d'autres stimulations, sont allés se répartir ici ou là dans des tissus périphériques. Eh bien, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, présentement, comme diraient certains, la cellule qui nous intéresse s'appelle macrophage alvéolaire, parce que le lieu de résidence de ce macrophage, élément périphérique du système des phagocytes mononucléés, c'est la cavité alvéolaire, où l'on trouve physiologiquement quelques macrophages, cellules volumineuses, relativement volumineuses, avec un noyau arrondi bien structuré, un cytoplasme un peu irrégulier, parce que, vous le savez sûrement, ce cytoplasme est capable d'émettre in vitro des voiles cytoplasmiques, donc de se déplacer un tout petit peu dans l'espace, et surtout un cytoplasme qui contient des vacuoles dont certaines sont des lysosomes bourrés d'enzymes lytiques et dont les autres sont simplement des phagosomes, des vacuoles qui traduisent le fait que cette cellule, comme son nom l'indique, est un macrophage, un phagocyte, capable de macrophagocytose supérieure à 1 micron, comme vous savez. Signification physiologique, ce macrophage est une espèce de cellule satellite, de vigile, qui a pour fonction d'assurer l'intégrité de ce qui se passe dans la cavité alvéolaire, des torsions de particules étrangères, de poussière par exemple, mais aussi d'agents bactériens, d'agents infectieux, de telle façon qu'on insiste souvent sur le fait que parmi les fonctions du macrophage, il y a d'assurer l'asepsie du liquide alvéolaire. C'est donc une cellule qui a une fonction de défense directement présente. C'est une cellule qui est aussi impliquée dans certains mécanismes pathologiques parce qu'il y a certaines conditions, et il n'est peut-être pas logique que je termine le cours sur l'alvéole ou cette partie du cours sur l'alvéole sans vous le signaler. Dans certaines conditions, les macrophages sont littéralement dépassés par ce qu'ils rencontrent. Et il y a certaines maladies professionnelles où on aspire des particules très délétères, comme par exemple des particules de silice, qui fait que dans les silicoses, l'aspiration de particules dans les voies aériennes, l'arrivée de ces particules au niveau alvéolaire, leur phagocytose par les macrophages, leur phagocytose dans des phagosomes, aboutit à la dégradation, à la destruction des macrophages, et les produits contenus dans le macrophage, qui sont libérés de façon anormale dans la lumière alvéolaire parce que les macrophages sont détruits par les particules de silice, sont responsables d'une atteinte inflammatoire progressive, d'une atteinte du parenchyme pulmonaire périphérique dans le cadre de ces maladies professionnelles dont le type est justement la silicose. Donc le macrophage, il est au centre de plein de choses. Il peut aussi être, lorsqu'il est dépassé par les événements, l'une des structures qui entretient ou qui contribue par sa destruction et par la libération des enzymes lytiques à entretenir un processus réactionnel, un processus pathologique au niveau des poumons. Voilà donc ce que je voulais vous dire qu'on n'a pas eu le temps de terminer hier sur ce parenchyme pulmonaire périphérique. Une notion qu'on va totalement terminer en disant que j'espère que vous l'avez compris et j'espère que peut-être on vous en a déjà parlé en pathologie, au niveau du parenchyme pulmonaire périphérique, cette organisation vise à séparer deux régions, deux constituants qui sont physiologiquement et au plan réactionnel un tout petit peu différents, qui sont premièrement le territoire qu'on appelle alvéolaire, c'est-à-dire l'intérieur, la lumière des alvéoles, où il peut y avoir en pathologie des réactions alvéolaires. Je crois que vous avez vu dans le cours précédent des formes d'inflammation, l'édème alvéolaire, l'hémorragie alvéolaire, c'est dans le territoire alvéolaire que ça se passe. Et en complément de ce territoire alvéolaire, dans le parenchyme pulmonaire périphérique, il y a aussi un territoire qui correspond à ce qui est situé entre les alvéoles, qui correspond à ce qu'on appelle le territoire interstitiel. Vous verrez plus loin en sémiologie, en pathologie, en radio et à d'autres endroits que, effectivement, dans le tissu pulmonaire périphérique, il y a des syndromes alvéolaires, il y a des atteintes interstitielles. Deux territoires qui répondent à ce que d'un côté, il y a le versant aérien, la cavité alvéolaire, et de l'autre côté, l'atteinte interstitielle, l'atteinte des cloisons, l'atteinte de l'armature conjonctive des vaisseaux et
l'atteinte d'un territoire où on a ces fameuses cellules réactionnelles d'origine sanguine, ces myofibroblastes, qui ont donc une signification tout à fait différente de notre brave macrophage alvéolaire. Voilà pour la fin du chapitre alvéole. Embryologie pulmonaire, sujet du jour. Embryologie de l'appareil respiratoire. Pas très compliqué, comme d'habitude, quelque chose qui se passe étape par étape et qui commence par, pendant la période d'organogénèse, la mise en place des ébauches de ces organes, puis, pendant toute la période fœtale et pendant la suite, une phase de croissance et de différenciation tissulaire. Une phase de croissance et de différenciation tissulaire qui commence pendant la vie fœtale et, quelle surprise, qui se poursuit au-delà de la période fœtale par des adaptations, notamment en période postnatale, où, on va le dire tout de suite, pendant la période postnatale, le parenchyme pulmonaire, notamment la partie périphérique du parenchyme pulmonaire, continue à se développer, continue à croître.